Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Nous prenons directement la direction de Bruxelles en Belgique où s'est ouverte aujourd'hui la deuxième édition du Global Gateway Forum, un sommet international organisé par l'Union européenne pour discuter de la coopération mondiale dans plusieurs secteurs. Félix-Antoine Tshisekedi représente son pays à ses assises. Il a pris la parole cet avant-midi. Le président de la RDC a lancé un appel de paix durable à son homologue rwandais, Paul Kagame, également présent dans la salle. On l'écoute. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du... Restons momentanément à Bruxelles. Cette fois-ci, nous allons faire un pas en arrière pour vous proposer l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Bruxelles. Nous rappelons, le chef de l'État congolais prend part à la deuxième édition du Global Gateway. Suivons son arrivée avec Gulin Kabaloudi. Bruxelles, capitale de l'Europe, accueille du 9 au 10 octobre 2025 le Global Gateway Forum, un rendez-vous international pour renforcer la connectivité, l'énergie, le numérique, la santé et l'éducation. Des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions financières multilatérales et des dirigeants du secteur privé séjournent dans la capitale belge pour participer à ce grand événement. Un événement qui verra la participation de la République démocratique du Congo représentée à son plus haut niveau. Arrivé à Bruxelles ce mercredi en fin d'après-midi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur de la RDC près le Royaume de Belgique et le comité d'accueil restreint rangé sur le tarmac. Accueil chaleureux des officiels, mais aussi de la diaspora congolaise vivant à Bruxelles, amassée au sortir des installations aéroportuaires. Un accueil délirant pour témoigner aux premiers citoyens du pays un soutien pour ses efforts inlassables pour un meilleur avenir de la RDC. Pour le Global Gateway Forum, Félix Tshisekedi devra prendre la parole devant des dirigeants mondiaux présents à ses assises. Et en marge de ces rendez-vous, plusieurs activités rencontres avec des autorités belges et d'autres personnalités présentes dans la capitale belge sont prévues dans l'agenda du chef de l'État. Lancé par l'Union européenne, ce Global Gateway Forum se fixe pour objectif
mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici à 2027 pour construire des liens durables, fiables et au service des citoyens de la planète. Les prix du litre en baisse de 10% dans la zone ouest de la RDC. Hier soir, les nouveaux tarifs sont déjà affichés dans des stations-service. Le prix est passé de 2 990 francs à 2 690 francs congolais. Nos caméras ont sillonné quelques stations pour faire les constats. Plus de précision avec Rido Bambeka. Le prix du carburant à la pompe a été revu à la baisse dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite mardi 7 octobre 2025 par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Selon lui, cette baisse du prix du carburant résulte d'amples négociations entre le gouvernement de la République et les pétroliers. Il est donc convenu que le litre d'essence coûterait 2 690 au lieu de 2 990 francs congolais et celui du gasoil vendu auparavant à 2 980 francs congolais coûterait désormais 2 680 francs, soit une réduction de 10%. Constat fait sur le terrain, cette mesure du gouvernement de la République peine à s'appliquer dans certaines stations-service. Certaines stations-service refusent de vendre du carburant aux automobilistes, d'où la réaction de quelques motards trouvés à côté d'une station-service. J'ai constaté que le prix d'un sac de farine, un sac de riz, le pain a sensiblement baissé. Et nous les motards, si on baisse le prix du carburant, vous allez constater, nous allons aussi baisser les prix d'une course. La baisse du prix du carburant, telle qu'annoncée par le gouvernement de la République via le ministère de l'économie nationale, intervient dans un contexte d'appréciation continue du franc congolais face au dollar américain qui a entraîné une baisse généralisée de nombreux prix de produits de première nécessité sur les différents marchés congolais. Il s'y est de rappeler que la zone ouest comprend plusieurs grandes villes du pays, dont Kinshasa. Toutes nos excuses, vous venez là plutôt de suivre. Le reportage que vous venez de suivre a été tourné hier pendant la journée où la baisse n'était pas encore effective dans nos stations-service. Nous allons revenir aujourd'hui soir avec ce nouveau reportage où la baisse est réellement effective dans nos stations-service. La SNEL vient de mettre en service le premier circuit de la ligne haute tension de 120 kV reliant la centrale de Ntseka au répartiteur ouest de Kolwezi. Ceci grâce à un partenariat signé avec une entreprise Metalcol, nous dit Yvette Makuntima. Située dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, la province du Lualaba serait-elle au-dessus de la chaîne énergétique du pays en termes de consommation? Elle dispose d'un parc hydroélectrique d'une capacité de 600 MW et produit environ 3 millions de MWh par an. Elle constitue le deuxième plus grand pôle industriel du secteur énergétique congolais. Dans ce contexte, la Société nationale d'électricité SNEL SA réaffirme sa volonté d'investir durablement dans cette province stratégique. À Kolwezi, capitale provinciale en pleine expansion, grâce au dynamisme de l'industrie minière, la SNEL devient un acteur clé du développement local et un partenaire stratégique dans la transition énergétique. Le partenariat public-privé entre la SNEL SA et ERG Africa, notamment à travers sa filiale Metalcol, illustre parfaitement cette ambition, aujourd'hui traduite en actes par la mise en service du premier circuit de la ligne haute tension 120 kV reliant la centrale hydroélectrique d'Ntseke au répartiteur ouest à Kolwezi. Ceci témoigne de cet accompagnement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire que l'accès à l'électricité est au cœur des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, ainsi que ceux du développement, dont sans énergie, cela ne peut être possible. Avec cette ligne, ce sont désormais 60 MW supplémentaires qui transitent, en plus des 200 MW déjà disponibles, offrant un meilleur approvisionnement énergétique aux industries et habitants de Kolwezi.
Cadre permanent de la réforme de suivi de finances publiques, le ministre de Finances Doudou Fwamba réaffirme l'engagement du gouvernement à poursuivre avec le réforme, engagement pris devant les ambassadeurs en poste à Kinshasa. C'était hier au cours d'une réunion, nous dit Sylvie Mouimbo. Cette signature apposée au bas du document de contrat dans le cadre de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques entre le gouvernement souminois, représenté par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likundeli Boutaï, les ambassadeurs accrédités en RDC et les représentants d'organisations internationales marque une nouvelle étape dans le dialogue stratégique entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. En plus, c'est une aubaine pour évaluer la mise en œuvre des réformes dans le domaine des finances publiques et de la gouvernance financière. Dans son allocution, l'Argentin national a salué les avancées notables déjà enregistrées. Le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas marqué des pauses dans la conduite des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris celui des finances publiques, en dépit des chocs exogènes que nous constatons. Je peux énumérer parmi celles dont les processus sont en voie d'achèvement, je cite, l'implémentation du budget programme, la modernisation de la fiscalité directe par l'instauration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP, la consolidation de la gestion de la TVA à travers la mise en place de la facture normalisée. Le gouvernement a également profité de cette rencontre pour apporter des éclaircissements sur plusieurs interrogations soulevées par les partenaires, assurant une transparence totale dans l'exécution du programme des réformes. Doudou Fwamba Likundeli Boutaï a aussi exprimé sa gratitude pour l'accompagnement des partenaires et a réitéré la disponibilité du gouvernement à maintenir un dialogue permanent et constructif au-delà de ce cadre afin de consolider ce partenariat salutaire et stratégique pour l'avenir économique de la RDC. L'RDC n'a pas posé sa signature sur le document devant donner naissance au cadre d'intégration économique. La mise au point a été faite hier par le ministre de la Communication et Médias. Pour Patrick Komoyaya, toutes les conditions de paix ne sont pas encore réunies. C'était au cours du dernier briefing presse. Plus de précisions avec Jacques Kabouaba. Cohérence stratégique de la République démocratique du Congo dans les processus de Washington, la paix comme préalable à l'intégration économique régionale, thème du briefing spécial presse. Le ministre de la Communication et Médias a d'abord rappelé la présence du chef de l'État à la dernière Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York où la RDC a été valablement représentée. Le ministre Patrick Mouyaka a également expliqué pourquoi le gouvernement congolais n'a pas signé le document devant consacrer la naissance des cadres d'intégration économique régionale. À l'encore, Kinshasa a estimé que les conditions de paix n'étaient pas encore réunies sur le terrain pour permettre la conclusion d'un tel accord. Il a précisé que cette position ne remet pas en cause le travail déjà accompli par les experts congolais. À Washington, la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement, nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République, à plus d'une fois, a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Dans un autre chapitre, répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement a encouragé les Congolais à signer massivement la pétition pour la reconnaissance du génocide congolais lancée par un pasteur américain. Le militaire congolais blessé de guerre dans la province d'Elituri ne sont pas oubliés. Internés dans des hôpitaux, ils ont reçu une visite de réconfort de plusieurs députés nationaux qui se sont déplacés pour réconforter ces hommes en uniforme au front pour défendre la patrie. Ils n'étaient pas partis main vide, ils ont apporté de vivre et non vivre. Regardez. J'ai juste voulu soutenir le travail qui est en train de se faire ici. Parce que ceux-là qui sont sur les lits de l'hôpital, ce sont nos vaillants combattants qui sont en train de mener une guerre existentielle pour sauvegarder la patrie. Ces élus ont partagé la peine et salué la bravoure de ces militaires blessés sur les champs de bataille lors de la visite effectuée à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Nous présentons nos vives condoléances aux familles éplorées, mais aussi nous disons que leur peine, c'est notre peine, comme nous avons dit au FARDC.
votre peine, c'est notre peine. Nous sommes venus pour vous encourager, mais nous venons aussi vous dire, ces combats, il faut les mener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Pichu Iribi a salué la détermination du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Loboyan Kashamadjoni. C'est ici aussi le moment de saluer les efforts du gouvernement provincial, les efforts du gouverneur de la province et le gouverneur militaire. Ces infrastructures, ce sont de nouvelles infrastructures qui n'ont jamais existé. Des infrastructures haut de gamme qui sont mises ici pour soigner les militaires. Même si nous avons la grande gueule à critiquer les gens, acceptons quand même le peu de choses qu'on est en train de faire. Ça n'a jamais existé là. Tout ça, c'est pourquoi? Pour capitaliser les efforts qui sont menés par les FARDC. C'est parlementaire a invité l'ensemble des communautés ituriennes à se méfier de l'entreprise criminelle de Thomas Lubanga et ses alliés. À quoi ça sert aujourd'hui Thomas Lubanga? Il ne sert à rien du tout. Thomas Lubanga n'est pas révolutionnaire. Un révolutionnaire ne peut pas aller rester dans un palais huppé, tout ça. Un révolutionnaire, sa place est dans la brousse. Il ne peut pas rester en Kampala, il n'est pas révolutionnaire. Il faut qu'il quitte là-bas, qu'il écoute la voix de la raison. Son peuple est en train de mourir ici. Vous pensez que ceux qu'on a trouvés là, ce sont les bandits, ce sont les balindes? Vous pensez que ceux qui sont là, ils sont que de Bahema? Ceux qui le babir, je ne sais pas quoi. Non, on en a marre avec ces histoires-là. Il faut qu'à un moment donné que ça finisse. Ces élus ont enfin invité les gouvernements congolais à appuyer les autorités légalement établies ici en province de l'Ituri. Digitalisation des factures dans la ville de Kasumbalesa, dans la province du Katanga. Le maire a expliqué les biens fondés de cette réforme auprès des opérateurs économiques appelés à se conformer à cette nouvelle législation. Depuis quelques jours, Kinshasa, la capitale, et d'autres provinces de la République démocratique du Congo observent une baisse de prix de produits de consommation courante, conséquence directe de l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. C'est dans ces contextes que Kalim Bouyi, président de la VFR, Vision Fachi Rénovée, a réuni le membre et cadre de sa formation politique à Lubumbashi et du Haut-Katanga pour féliciter le gouvernement congolais pour le raffermissement du franc congolais face au dollar. En effet, Kalim Bouyi a fait savoir également que la stabilisation du franc congolais, la sécurisation des dépôts bancaires et le maintien de la masse demeurent une priorité pour le gouvernement congolais. À en croire, le peuple d'abord, ne pas un simple slogan, mais une réalité qui se matérialise par les actions concrètes menées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ce que cette dynamique économique se maintienne pour contribuer à améliorer le pouvoir d'achat des Congolais et freiner la vie chère. Signalons par ailleurs que Kalim Bouyi encourage vivement le gouvernement congolais ainsi que le président de la République pour les efforts consentis. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre la sensibilisation de la population du Haut-Katanga sur la baisse du dollar. Autre chose à présent, la concession de la division provinciale de la santé de Kinshasa sous les coups de menaces de spoliation. À la base, un contrat signé avec quelques opérateurs économiques. L'alerte a été lancée par le jeune Nekongo, une structure de la société civile qui milite pour les anti-valeurs. Plus de précisions avec Pascal Chissot et Yvette Makuntima. La concession de la division provinciale de la santé de Kinshasa située sur l'avenue Kadeko, numéro 33 dans la commune de La Gombe, est sous menace de spoliation par des expatriés. Selon certaines sources, la réhabilitation des bâtiments de cette division urbaine de la santé va coûter 70% du prix de cette parcelle en pleine commune de La Gombe à Kinshasa, un contrat à tout point de vue spoliateur. La dynamique des jeunes Nekongo, une structure de la société civile qui milite pour la protection des biens publics de l'État et contre les antivaleurs, est montée au créneau pour dénoncer cette manipulation mafieuse qui cache une vente illégale du patrimoine public. Je suis venu personnellement pour constater si et seulement si les Libanais et les Indo-Pakistanais qui ont manigancé les choses, de déposséder l'État congolais, d'arracher 70% de la concession abritant la division provinciale de la santé de Kinshasa.
Signalons que cette situation fait l'objet de plusieurs démarches que le ministère national de la Santé publique entreprend pour la réhabilitation du bâtiment administratif de cette institution et sa protection contre les prédateurs. Lors de son passage, le président national, Evans Tulomba Malembe, a remis un trophée des mérites au docteur Paul Tangou, chef de division provinciale, pour sa lutte et sa bravoure à préserver cette bâtisse publique, et a invité par ailleurs la population quinoise à veiller sur le patrimoine du pays et à dénoncer tout cas de vol et des ventes illégales de biens publics de l'État. La province de Tanganyika, aussi menacée par des graves inondations. Et comment mettre fin à ces catastrophes à répétition? Eh bien, un atelier s'est ouvert à Kalemi pour tenter de mettre en place de nouvelles stratégies. C'est dans le cadre du projet de résilience aux inondations urbaines en République démocratique du Congo, PRIUR en sigle, qu'un atelier de consultation des parties prenantes au projet s'est tenu ce samedi 4 octobre 2025 à Victoria Palace, réunissant plus de 80 acteurs clés pour valider les propositions d'investissement prioritaires destinées à renforcer la résilience de la province du Tanganyika face aux inondations. Organisé par la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, cet atelier a été officiellement lancé par le vice-gouverneur Kabomo Oulongo Isidore en présence de plusieurs autres personnalités techniques et administratives. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville, David Moukebambombo, a rappelé les nombreux dégâts causés par les inondations dans la ville, saluant l'arrivée du projet PRIUR comme une réponse concrète aux souffrances des populations locales. Comme nous le savons tous, la ville de Kalemi est sérieusement confrontée depuis plusieurs années à de nombreuses catastrophes liées notamment aux inondations récurrentes, aggravées parfois par des effets de changement climatique, l'absence de canalisation adéquate et la mauvaise urbanisation. Ces inondations, dont nous vivons certaines de ses conséquences jusqu'à ce jour, affectent gravement les infrastructures publiques comme privées de la ville. Pour sa part, le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe-Nyumbu, a présenté les principales activités du projet tout en mettant en lumière l'importance stratégique des infrastructures ciblées pour la province du Tanganyika. L'atelier de ce jour est le cadre idéal pour échanger à la base avec vous, les bénéficiaires du projet, afin d'opérer avec vous les choix sur les activités à financer par le projet, activités à réaliser avec vous pour votre bénéfice et votre intérêt. Il vise donc à assurer l'appropriation du projet à la base. Je reste convaincu qu'avec la mobilisation de chacun, nous saurons relever ce défi au bénéfice des populations de Kalemi et de toutes ces villes concernées par le projet. L'atelier avait pour but de convenir des investissements prioritaires pour la ville de Kalemi. L'assistance a insisté sur le fait qu'il faut agir urgemment par des investissements prioritaires pour sauver des infrastructures critiques, comme les boulevards Lumumba par exemple. Alors que les inondations s'intensifient et menacent même l'existence de la ville de Kalemi, ces projets représentent une lueur d'espoir pour les habitants et restent un levier important du développement durable pour toute la province. Plusieurs recherches pour lutter contre les maladies infectieuses au niveau de l'Afrique déjà disponibles, de recherches élaborées par une quarantaine d'étudiants, tous de l'université de Kinshasa. Tous ces travaux ont été appuyés par la structure Institute One Health, nous dit Anastasie Doubou. Environ 40 étudiants en master d'écologie des maladies infectieuses présentent du 6 au 10 octobre 2025 leur projet de recherche sur les maladies infectieuses à l'université de Kinshasa. Ces apprenants exposent leur projet de recherche axé sur les maladies infectieuses à l'initiative de l'Institut One Health pour l'Afrique. Les travaux seront soumis à un jury scientifique pour évaluation. Le professeur Henri Kayembe, membre de la coordination, salue cette initiative et souligne l'importance de l'Institut One Health pour l'Afrique. C'est une grande messe scientifique où les apprenants viennent pour
exposer leur protocole de recherche, je veux dire, et ils sont donc évalués par des grands spécialistes, par des sommités de la science en tout cas, dans leurs différents domaines, pour permettre à ce que leurs travaux, avant d'être implémentés, puissent revêtir donc du caractère reproductible, de la faisabilité, et que ce soit rigoureux en tout cas, avant d'être cette fois-là réalisé. Parmi les participants, il y a notamment le docteur Mamisa Kachelewa qui a présenté son étude sur les effets de la gratuité de la maternité. Elle parle de l'impact de l'Institut One Health pour l'Afrique dans sa vie professionnelle. Fondé en 2023, l'Institut One Health pour l'Afrique est une institution de recherche et de formation qui promettent des solutions innovantes aux défis sanitaires grâce à une approche multidisciplinaire. Il est dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général, et le professeur Didier Bopangue, directeur adjoint. Quelques étudiants de la province du Kasaï oriental ne paieront aucun franc pour poursuivre leurs études universitaires. Ils seront totalement pris en charge par la fondation Lisette Kabanga qui vient de leur octroyer une bourse d'études. Même les anciens diplômés aussi ont bénéficié de la bourse. Regardez. Dans le cadre de son engagement en faveur de la jeunesse et de l'éducation, la fondation Lisette Kabanga vient de renforcer sa présence dans le milieu académique de la province du Kasaï oriental. Ce lundi 6 octobre, elle a procédé au lancement officiel d'un programme de bourse d'études destiné aux nouveaux et anciens diplômés de la province. Ce programme offrira plusieurs bourses en génie informatique et en nouvelles technologies pour l'année académique 2025-2026. Selon Fabrice Loaba, représentant de la Fondation, cette initiative s'inscrit dans une démarche durable de formation et de valorisation des jeunes talents de la région. L'année 2025-2026, la Fondation Lisette s'est décidée d'octroyer les bourses aux étudiants kassaïens, étudiants de la province du Kasaï oriental. Mais c'est le besoin et la nécessité que Mme Lisette Kabanga a trouvé dans la province. À en croire Stéphane Ilunga, président provincial de la représentation des étudiants du Congo, REC Kasaï oriental, espère voir cette belle initiative se poursuivre dans les temps. Il a également souligné que la bourse concerne non seulement les filières générales, mais aussi les options techniques. C'est Mme Lisette Kabanga qui se soucie chaque jour, jour et nuit, pour l'étudiant kassaïen afin qu'il puisse recouvrir ses droits, qu'il puisse recouvrir les bienfaits de ces pays. C'est elle qui nous soutient, c'est elle qui est à la base de tout, ou bien de cette rencontre. Par ailleurs, la Fondation a laissé libre choix aux lauréats quant à l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils souhaitent intégrer. Les futurs étudiants se bousculent pour arracher une place au sein de l'université de Lubumbashi. Un fort engouement est observé depuis quelques temps pour les inscriptions concernant l'année académique 2025-2026. Certains passent déjà leur test d'admission. Une organisation supervisée par le secrétaire général académique de cette université. Regardons. Venus des quatre coins de la RDC et même de l'étranger, les anciens et nouveaux diplômés d'État ayant sollicité leur inscription à l'université de Lubumbashi pour l'année académique 2025-2026 ont présenté le test d'orientation le dimanche 5 octobre 2025. Pendant ces épreuves, le secrétaire général académique, le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga Kazadi, a sillonné les 3 sites pour leur souhaiter la bienvenue à l'UNILU. Je suis venu au nom de monsieur le recteur de l'UNILU, vous souhaitez d'abord la bienvenue parce que vous avez souhaité nous rejoindre, mais également vous souhaitez bonne chance. Nous allons vous aider à atteindre vos objectifs d'apprentissage et de compétences. Répartis sur 3 grands sites en fonction des facultés sollicitées, les candidats ont affronté les épreuves issues du programme du secondaire, à savoir les mathématiques, le français, l'anglais, la chimie, la biologie,
et l'informatique. Conformément aux textes légaux, ce test permettra d'orienter chaque futur étudiant selon ses compétences, mais surtout d'ouvrir une porte vers l'avenir pour ces jeunes en quête de savoir. Aujourd'hui, je suis venue pour passer le test d'admission. Personnellement, j'ai trouvé ça bien. Le test était facile, ça s'est bien passé, l'organisation était bonne. Je viens de la province du Kasaï, précisément dans la ville de Tshikapa. J'ai préféré cette grande université de Lubumbashi. C'est une université qui a déjà formé plusieurs cadres de ce pays. C'est pourquoi j'ai préféré cette grande université. L'urbanisation galopante de Kinshasa nécessite un nouveau plan d'aménagement. Le gouvernement provincial travaille déjà sur ces problèmes à travers son gigantesque projet Kinelenda, un projet qui vise aussi à maîtriser les érosions et à résoudre certains déficits des infrastructures observés, nous dit Diane Balakambombo dans son reportage. Face à l'immensité de la ville et à sa population sans cesse croissante, Kinshasa mise sur une nouvelle planification urbaine et une mobilité mieux organisée. Le gouvernement provincial s'y attelle à travers le projet Kinelenda, appuyé par la Banque mondiale pour maîtriser l'urbanisation, les érosions et combler les déficits en infrastructures. L'est de la capitale, notamment les bassins versants de la rivière Ndjili, a été retenu comme zone pilote pour renforcer la résilience urbaine. Ce document constitue une base essentielle pour le programme d'investissement prioritaire de la ville, comme l'a souligné le directeur de cabinet du gouverneur. La matérialisation de ce projet Kinelenda, c'est justement nous procurer des outils de planification urbaine qui soient à même de faire en sorte que nous n'assistions plus à des inondations, nous n'assistons plus à des érosions, nous n'assistions plus à des déplacements des populations. Des propositions techniques ont également été formulées pour réduire les risques d'érosion. Mais aujourd'hui, on est là aussi pour répondre à une urgence, il ne faut pas l'oublier, c'est l'urgence des inondations qui ont eu lieu dans la zone du bassin de Ndjili en avril dernier. Et là, on a tout un programme, une batterie de mesures d'urgence et notamment, je citerai plutôt, la délimitation d'une zone rouge. Par ailleurs, les plans d'aménagement de la zone économique spéciale de Maluku ouvrent une nouvelle voie des développements industriels. Située près du fleuve et des grands axes, cette zone ambitionne de devenir un pôle économique structurant, créateur d'emplois et d'investissements. Dernier virage de ce journal. Le vice-premier ministre en charge de l'économie est attendu à l'Assemblée nationale. Daniel Mukoko Samba va devoir s'expliquer sur la variété des prix observés sur le marché. Une question aura les débats vient d'être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par le député Ezekiel Kambali. C'est un reportage de David Moubenga. Si le taux de change du dollar a baissé sur le marché, mais le prix des produits de première nécessité n'a pas suivi la même tendance baissière, ce qui suscite beaucoup d'interrogations. Voilà pourquoi le député national Ezekiel Kambale a adressé une question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre de l'économie, qu'il a déposée ce mercredi 8 octobre 2025 à l'Assemblée nationale. Depuis une semaine, il y a une baisse des taux de dollars. Le dollar est parti de 2850 à 2400. Mais le paradoxe, c'est que depuis qu'il y a baisse du taux de dollar, les produits de première nécessité n'ont pas connu une baisse. Conséquence, la population est en train de perdre l'argent, la population a perdu le pouvoir d'achat. Nous avons dit que ça ne peut pas continuer comme ça parce que ça fait déjà une semaine, le ministre de l'économie, ayant les responsabilités de réglementer les prix, n'a rien fait. Nous avons jugé l'interpeller au niveau de l'Assemblée nationale pour venir nous donner le bilan de la réglementation du prix dans ce secteur. C'est fini pour ces journaux de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Marie Kalong.